Merci de suivre les programmes de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, l'heure du journal. Affaire Prodac Mame Mbaye Niang contre-attaque. L'ancien ministre et responsable de l'APR sort de son silence et réfute tout détournement. Il invite Ousmane Sonko à se renseigner davantage et annonce une plainte contre le chef du gouvernement. Polémique autour de la sortie de Ousmane Sonko contre des responsables de la coalition Diomaye président. Un allié critique le président du parti PASTEF. Bara Ndiaye appelle à régler les divergences à l'interne. Mody Guiro plutôt entame son dernier mandat à la tête de la CNTS. Il a été réélu ce week-end secrétaire général de la centrale syndicale. À suivre Mody Guiro sur ses priorités. La célébration ce lundi de la journée des forces armées, les hommages du président de la République et son appel à la jeunesse à suivre également dans ce grand journal. Lancement à Tivavone d'un projet de drainage des eaux pluviales. Plus de 7 milliards de francs CFA investis en un chantier clé pour réduire les inondations et améliorer le cadre de vie. À suivre la page internationale avec Mohamed Ali Mouba, les sports, la revue de presse et enfin d'édition point de vue sur la cohésion du gouvernement et son efficacité à l'épreuve des tensions entre membres de l'attelage avec les accusations du Premier ministre Ousmane Sonko contre Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement. Abdoulaye Diop sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Georges Bété Diop. Mame Mbaye Niang répond au Premier ministre après les accusations relancées lors de son Terra Meeting samedi. Il affirme n'avoir rien à voir avec un quelconque détournement dans le dossier Prodac. L'ancien ministre rappelle que le rapport définitif de la Cour des comptes l'a totalement disculpé. Accusé par le régime en place, il persiste et signe et invite le Premier ministre à mieux se renseigner sur le fonctionnement de l'État et de l'administration. Mame Mbaye Niang qui annonce par ailleurs une plainte contre le chef du gouvernement. Il était l'invité de RFM matin. Synthèse Nafissatou Sylla. Rapport amul, rapport IGF bu bind ni que Mame Mbaye Niang moo jël 29 milliards amul. Mame Mbaye Niang réfute mordicus l'existence de tout rapport l'incriminant. Selon lui, Ousmane Sonko brandit juste un argument politique pour aguicher l'opinion. Gàcce la moom mu wax ni que am na rapport IGF tey fii ñu toll nii mu ni am na rapport IGF bu épinglé ministre ñiy def administration experts yi ñëpp nañu wax parce que nag mënoo nekk premier ministre du Sénégal di wax ay waxi kasaw lu mënta nekk loolu nan la mën a amee bañ koy jox ay procureur parquet financier man musuma nekk coordonnateur u Prodac ministre de tutelle am laa mës a doon donc du ma nekkuma fa ordonnateur de dépense nekkuma fa administrateur de crédit service IGF bi nekk ministère des finances boo ko xoolee ci administration mi ngi méngoog inspection interne yi nekk ci ministère yi nan la mën a jàppee ministre nan la mën a auditer ministre nan la mën a defee rapport ba di ci bind ni que ministre def na 29 milliards. Corps de contrôle du Sénégal IGE la ak Cour des comptes OFNAC tey compétence man yi ñu fa bàyyi may na ko mu entendre ministre donc keneen ku la wax ni que am na rapport bu jàpp ministre te du OFNAC du Cour des comptes du IGE waxul lu am waroon naa am gàcce tey taxaw di wax loolu tey parce que tey mooy njiitu administration bi am na ñu nekk ci administration yi ñoo xam ne dinañ ko xeeb parce que xam nañ ni que li muy wax mënta nekk bay doon dëgg. Et concernant Pape Malick Ndour, son camarade de parti, Mame Mbaye Niang soutient qu'on n'a rien à lui reprocher. kuréelu saytukaay bi gën a kawe ci réew mi dem saytu Prodac gisoo 29 milliards yu fa réer ca man tudduma li ñuy toppee nii Pape Malick ci rapport définitif Cour des comptes boobu lañ ko jëlee maa ngi wax ak ay avocat Pape Malick dinaa constituer wu partie civile ak moom ñu porter plainte contre bureau d'expert boobu man bu fekkee bind na sama tur ñu dem ci ordre des experts ñu porter plainte parce que nag àddina dafa am yoon nañ bàyyi naxante yi rapport Cour des comptes boobu fa am lii muy toppee nii Pape Malick Ndour joxe woon na tontu yi Cour des comptes ba nekkul ci rapport définitif bi. Pour Mame Mbaye Niang, tout est clair. Tout est dans le rapport de la Cour des comptes. Nafissatou Sylla, un leader de la coalition Diomaye, recadre le Premier ministre Ousmane Sonko. Bara Ndiaye à la tête du mouvement fort, Force ouverte pour la République et le travail, estime que les critiques du Premier ministre contre certains responsables de la coalition auraient dû être réglées en interne. Il s'exprime également sur la restructuration annoncée de la coalition Diomaye président.
Barangay avec El Hadj Ndiogou Diène. Je crois que quand on a des alliés qui jouent un rôle extrêmement important, aussi bien sur le plan politique que dans la gestion de l'État, il y a une certaine attitude qu'il faut se garder d'avoir. Et puis bon, travailler à gérer les divergences qu'il peut y avoir dans les frontières de la coalition, d'échanges, de concertation, d'un dialogue constructif qui permettent véritablement d'aller de l'avant. Mais certaines sorties, certaines déclarations ne font en réalité que renforcer les tensions, les dissensions et créer malheureusement une situation où cette unité d'action malheureusement ne puisse pas permettre de prendre en charge les problèmes pour lesquels nous avons jugé utile de nous mettre ensemble. Ousmane Sonko dénonce un manque de loyauté de certains leaders de la coalition Diomaye Président. Vous répondez quoi à ces allégations? En tout cas, moi je ne suis pas un allié déloyal. Maintenant, si être loyal signifie être un béni-oui, se livrer point et pied liés, je n'en suis pas un. Je crois que être un allié ne m'empêche pas de donner mon point de vue, surtout que la concertation et le dialogue qu'il devait y avoir au sein de la coalition, malheureusement, tel n'est pas le cas. Il annonce aussi la restauration de cette coalition avec comme Aïda Mbodj coordonnatrice, mais centrée autour de PASTEF. Comment vous appréciez cette annonce? Je pense qu'il fallait avoir cette discussion-là à l'intérieur de la coalition. Consulter les uns et les autres, permettre à chacun de donner son point de vue. Si véritablement notre objectif est de constituer une force de soutien à l'action du gouvernement et principalement du président de la République et de son Premier ministre. Maintenant, est-ce la bonne méthode de déclarer dans le meeting de son parti que la coalition sera restructurée? C'est la méthode qui peut pousser à interroger. Dans le monde syndical, le 12e congrès de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal s'est achevé ce week-end avec la réélection de Mody Guiro au poste de secrétaire général pour un mandat de 5 ans. Sa priorité, œuvrer pour l'unité de la CNTS et veiller au respect des engagements pris dans le pacte de stabilité sociale. Mody Guiro qui précise qu'il s'agira de son dernier mandat. La première priorité, c'est d'abord de consolider l'organisation. Veiller à ce que peut-être l'unité, la concorde et la solidarité puissent se poursuivre. Je pense que la force d'une organisation réside essentiellement dans son unité et sa solidarité. Deuxième élément, c'est que depuis quelque temps, nous sommes dans une organisation, dans également le front unitaire des centrales syndicales. Et nous avons des plateformes communes qui s'articulent autour des préoccupations que nous jugeons prioritaires, notamment en ce qui concerne le respect donc des accords contenus dans le pacte de stabilité. Je pense que la plateforme sera une de notre principales priorités. Faire en sorte que les négociations puissent se poursuivre, que les décisions et les engagements puissent être respectés par le gouvernement. Alors, ce mandat, le dernier pour vous, ou vous allez en briguer un autre après les 5 ans? Vous savez, en toute honnêteté, j'avais pris la décision de transmettre le relais. Parce que, en fait, je pense qu'il fallait le faire. Mais ce sont les camarades qui me l'ont demandé, qui m'ont dit donc qu'il ne fallait pas partir. Il faut donc créer les conditions pour que nous puissions encore cheminer ensemble. Et je vais les accompagner, mais je suis certain que nous avons pas mal de jeunes, des leaders, plus jeunes que moi, capables donc de prendre ce relais-là. Il est évident que ce sont ces jeunes-là qui seront au premier plan. Nous serons là derrière, nous allons suivre, nous allons peut-être les accompagner, mais à partir de maintenant, c'est eux qui iront au front. RFM, la radio de toute l'actualité. Les forces armées partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, le président de la République leur a rendu hommage et a parlé de valeurs que la jeunesse doit incarner, l'unité dans la diversité, la rigueur dans l'effort et la fraternité dans la compétition. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye présidait ce matin la cérémonie officielle de la journée des forces armées, célébrée ce lundi. Officiers, sous-officiers militaires du rang, comme vous le savez, Dakar se prépare à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Le Sénégal sera ainsi le premier pays africain à organiser une manifestation sportive olympique de dimension mondiale. Plus qu'un rendez-vous sportif, cet événement, qui est une vitrine du Sénégal nouveau, sera également l'occasion de mettre en valeur le dynamisme de la jeunesse, la richesse culturelle de notre pays et le rôle croissant de l'Afrique dans le mouvement olympique. À travers sa devise « L'Afrique accueille, Dakar célèbre », les JO Dakar 2026 entendent incarner l'essence même de
qualité africaine et l'esprit festif de la ville haute, carrefour du monde. Ils permettront aux 2500 meilleurs jeunes athlètes du monde, ainsi qu'au personnel qui les accompagne, de découvrir la teranga sénégalaise. Plus qu'un catalyseur pour impulser notre pays au plan sportif, touristique, culturel et économique, ce grand événement sportif ouvrira de nouvelles perspectives à la jeunesse. Parce qu'elles incarnent ce que les Jeux même célèbrent, l'unité dans la diversité, la rigueur dans l'effort et la fraternité dans la compétition, les forces armées en sont des partenaires privilégiés. C'est pourquoi je me réjouis du thème fort à propos de cette édition. Les forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Dakar 2026 sera la démonstration de ce que notre pays peut accomplir quand il est uni. L'unité, la cohésion, la discipline et la confiance en l'avenir. Autant de valeurs que les forces armées sénégalaises incarnent, enseignent et partagent au quotidien. Et cette information qui vient de nous parvenir, le doyen des juges a ordonné la liberté provisoire pour Badara Gadiaga avec bracelet électronique, cela malgré le refus du parquet. Une information fournie par un de ses avocats. Le dernier mot revient maintenant à la chambre d'accusation. Et l'on reparle de la journée des forces armées. Le public a pu découvrir les capacités opérationnelles des différentes unités de l'armée, de la gendarmerie et de la police à Matam. Le gouverneur a salué la collaboration exemplaire de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Matam Ali Bandel-Niang. La menace djihadiste est prise très au sérieux par les autorités de la région de Matam. Située au nord-est du pays, la 11e région est aux portes de la Mauritanie et presque à la frontière avec le Mali via le département de Bakel. Au moment où les groupes terroristes font parler d'eux aux portes de nos frontières, les autorités militaires et administratives sont en état d'alerte maximale. Créée depuis 2016, la puissance de feu et la capacité d'action du 32e bataillon d'infanterie de Matam représentent aujourd'hui le premier dispositif de veille et d'alerte. Et à l'exposition des stands de l'armée de terre à l'occasion de la célébration de la journée nationale suffit pour comprendre toute cette mobilisation contre l'évolution d'éventuels groupes terroristes. À cela, il faut ajouter les acquis à travers les accords de défense avec la République de Mauritanie qui facilite la série de patrouilles mixtes en amont et en aval du fleuve Sénégal. Au même moment, à la faveur de la création de la nouvelle légion de la gendarmerie nationale ouverte à Ourossogui, il est bien noté une montée en puissance des hommes en bleu dans la région de Matam qui dispose désormais de 2 compagnies. Les éléments de la gendarmerie nationale qui multiplient des patrouilles avec une attention toute particulière aux alentours de la ville carrefour de Ourossogui. Sur les rives du fleuve Sénégal, communément appelé le Dandemayo, on constate une présence beaucoup plus visible des agents de police qui filtrent désormais H24 toutes les entrées et sorties de la capitale régionale. Et dans le cadre de la journée nationale des forces armées, le gouverneur de Matam s'est beaucoup réjoui de la bonne collaboration de toutes les FDS pour la préservation de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale. Matam, Ali Bandelian, RFM. À midi 14 minutes, lancement ce lundi à Tivavone d'un vaste projet de drainage des eaux pluviales par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Projet financé à plus de 7,5 milliards de francs CFA. Le programme prévoit la construction de 16 km de canaux à béton armés, de près de 7 km de tuyaux de raccordement ainsi que 210 regards à gris à valoir pour renforcer l'évacuation des eaux. Objectif, réduire durablement les risques d'inondation, améliorer le cadre de vie et prévenir les maladies liées à l'eau dans la cité religieuse. Dans le monde de l'enseignement supérieur, le 22e concours d'agrégation du CAMES, il s'est ouvert ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Du 10 au 21 novembre, 113 candidats sous-admissibles venus de 12 pays africains passent les épreuves pour obtenir le grade de maître de conférence agrégé en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Le concours organisé par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar rassemble des experts de tout le continent et se déroule sous l'évaluation d'un jury de 37 membres. L'université Alioune Diop de Bombay annonce la mise à disposition des acteurs du secteur agricole, de l'élevage et de l'environnement de prévisions innovantes. C'est pour les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Les chercheurs misent sur la combinaison de modèles aléatoires et d'intelligence artificielle pour améliorer la précision des analyses et des recommandations.
Plus de détails avec Babacar Diouf. Les modèles aléatoires articulés à l'intelligence artificielle vont encore révolutionner le monde. À l'Université Alioune Diop de Bombay, les prédictions des chercheurs vont améliorer des domaines comme la santé, l'environnement, l'agriculture, entre autres. C'est un vaste domaine. Par exemple, en épidémiologie, les modèles aléatoires peuvent permettre de prédire l'évolution d'une maladie, mais également de prédire la résurgence de nouvelles maladies, telles que la Covid-19, la fièvre de la vallée du Rift, la Mpox, etc. Mais également dans le domaine de la climatologie, les modèles aléatoires sont essentiels, car ils permettent de faire des prévisions sur les prévisions météorologiques, mais également des prévisions sur les inondations, mais également l'analyse des risques. La maîtrise des données est essentielle dans ce vaste chantier. C'est pour accompagner certaines structures comme les hôpitaux, aussi comme certaines structures qui ont besoin des centres de données au niveau de la région, raison pour laquelle la journée a été faite avec l'accompagnement de l'ANSD, de l'ISRA et des hôpitaux de la région, pour pouvoir voir comment ensemble on va réfléchir sur des solutions adéquates pour l'humanité et pour être plus utile dans notre zone. Ces chercheurs trouvent certes, mais dans des conditions difficiles, constate le professeur Issa Samb, directeur de l'UFR Statique. Parce que quand on dit science, automatiquement on dit labo. Quand on dit science, automatiquement on dit équipement. Aujourd'hui, c'est le moyen fait pour notre université. C'est toujours l'occasion de lancer un appel à l'État de nous accompagner en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de moyens de recherche. Dans le cadre de la vulgarisation de ces résultats de recherche, l'UFR Statique de l'UADB a regroupé statisticiens, probabilistes et spécialistes de l'intelligence artificielle. Bombay, RFM Babacar Diouf. RFM. L'actualité internationale. À midi 18 minutes, l'actualité internationale avec vous, Mohamed Talimbal. On démarre d'abord par le Mali. Oui, le Mali avec le JNIM qui accentue son blocus sur la capitale Bamako, presque privé de tous les expatriés, continue de plier bagages. Donc le Mali qui traverse, vous le savez, l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Moukhal Soumli. Les axes majeurs reliant Bamako au reste du pays sont désormais très largement paralysés et la situation ne cesse de se dégrader tant la stratégie amorcée par le groupe djihadiste depuis début septembre frappe par un effet domino imparable la quasi-totalité des secteurs. Si le transport et la logistique sont évidemment les premiers touchés, les conséquences se font désormais sentir sur l'énergie, l'agriculture, les mines et même l'éducation. C'est dans ce contexte que la France, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie, a conseillé vendredi à ses ressortissants présents au Mali de quitter le pays pour autant, relève Afrique.com. Les djihadistes du NIM ne semblent pas préparer une attaque militaire directe contre Bamako. Leur stratégie consisterait plutôt à asphyxier lentement la capitale par des blocus successifs, les rançons versées en échange de la libération d'otages entre 50 et 70 millions d'euros récemment selon plusieurs sources. En tout cas, attention, toute l'Afrique de l'Ouest risque la paralysie économique, prévient un observateur cité par le Point Afrique. Pour sa part, l'essor affirme que la distribution du carburant reprend progressivement dans les stations-service de Bamako. Les files d'attente se raccourcissent et les usagers retrouvent peu à peu leur sérénité. Enfin, aujourd'hui, Mali s'en prend aux puissances occidentales qui ont demandé à leurs ressortissants de quitter le pays. La récente multiplication de ces messages diplomatiques alarmistes ne saurait être interpellée comme un simple geste de précaution humanitaire. Elle s'inscrit plutôt dans une logique de pression indirecte, affirme aujourd'hui Mali, visant à affaiblir la crédibilité du gouvernement malien. Signe de cette crise, Mokhal Somli, une jeune tiktokeuse malienne âgée d'une vingtaine d'années a été tuée donc vendredi par des djihadistes armés, djihadistes présumés, dans sa ville natale de Tunka, située dans la région de Tombouctou. Suivi par plus de 95 000 abonnés sur son compte TikTok, Mariam Cissé n'hésitait pas à apporter son soutien à l'armée malienne. En Guinée-Bissau, les préparatifs de la présidentielle. Oui, la présidentielle bissau-guinéenne qui est prévue le 23 novembre prochain. Le ministre de l'Intérieur de ce pays voisin, en tournée dans la zone sud du Sénégal, Botié Kandé, est passé à Kolda pour l'installation d'un bureau de vote sur place. Le ministre de l'Intérieur bissau-guinéen au micro de Abdoulaye Diallo.
Pour amener le président Omar Sissoko Embalo à achever les grands chantiers de l'État bissau-guinéen qu'il a entamés, nous avons jugé utile de venir vers cette partie du Sénégal où vit une importante communauté bissau-guinéenne pour y installer un bureau de vote afin de permettre le jour J à nos compatriotes parmi vous de s'exprimer librement. Je saisis aussi cette occasion pour inviter nos ressortissants à voter massivement en faveur du président sortant, en l'occurrence Omar Sissoko Embalo. Nous sollicitons également la collaboration du ministère de l'Intérieur du Sénégal pour une sécurisation de ce bureau de vote le jour de l'élection. Au nom des relations entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, le brassage entre les deux peuples, je suis convaincu que notre demande va avoir un écho favorable auprès des autorités sénégalaises. N'empêche, nous enverrons nos agents de sécurité, mais nous voudrions qu'ils soient assistés par ceux du Sénégal. Au nom du peuple de la Guinée-Bissau, nous sommes très satisfaits de l'hospitalité qui nous a été accordée au Sénégal. Ma délégation et moi, nous rentrons satisfaits. Et puis la COP30 qui vient de s'ouvrir aujourd'hui se met sur le climat au Brésil. Si les enjeux climatiques sont plus élevés que jamais, l'ambition, donc, elle ne semble pas vraiment au rendez-vous. Nous reviendrons avec notre correspondant sur place, de Toubab Ndiaye, Georges de Diop. Merci Mohamed Alimba pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec Ousmane Sen, journaliste et analyste politique, et Papa Madoufal, journaliste et analyste politique également, nous allons parler de la cohésion gouvernementale et la cohésion du gouvernement et son efficacité à l'épreuve des tensions entre membres de l'attelage, avec les accusations du Premier ministre Ousmane Sonko contre Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement. RFM Sport. C'est exactement dans la même veine que le président de la Fédération internationale m'avait nommé personnellement comme son représentant pour le développement durable en Afrique. C'est qui est quand même également quelque chose de très très important. Les compétiteurs sénégalais donc sont en train de jouer pour ramener des médailles au Sénégal. Le football, avec la fin de la deuxième journée ce week-end, ses résultats enregistrés, mais également ces scènes de violence notées après le match Wakam contre Jaraaf de Dakar, des jets de pierre, des tirs lacrymogènes et beaucoup de violence. Notez une situation dénoncée et déplorée par l'ensemble des acteurs du football professionnel. Après 2 journées seulement, des scènes de violence sont notées sur certains stades du Sénégal. La Ligue professionnelle se réunit dans l'après-midi. Des mesures seront prises selon un responsable de cette Ligue de football sénégalaise professionnelle. À noter également la défaite de la Linguère devant Terit FC par 2-1. Génération Foot battue également par l'équipe du Stade de Mbour par 2-0. On parle de futsal pour finir, Georges, avec Dakar en jeu qui a pris fin hier à Dakar Arena. Les équipes du Sénégal ont connu des résultats différents. Les filles sont au sommet avec de bons résultats alors que les garçons ont terminé 4e de leur poule sur le Tchad. L'équipe nationale féminine A du Sénégal est montée sur la plus haute marche du podium à la fin du tournoi futsal U17 chez les dames, organisé à l'occasion du festival Dakar en jeu. La sélectionneur Walimata Sey tire un bilan satisfaisant sur l'ensemble des matchs de son équipe. Et le point de satisfaction, c'est que les filles ont pu respecter ce qu'on a essayé de mettre en place. Maintenant, ce n'est pas parfait. Forcément, il faut encore travailler parce qu'il y a encore beaucoup de déchets sur le plan technique, sur le plan tactique aussi. Donc, on va continuer à travailler, Inch'Allah. Par contre, chez les garçons, c'est 4 défaites en autant de sorties. Ce qui pousse l'entraîneur à dire qu'il y a beaucoup à faire avant les JOJ. Al-Ousseynou Sen. On est fébrile en défense. On est trop fébrile. Mais bon, ils augmentent mon travail. Je vais continuer à travailler. Il faut leur faire confiance, leur remobiliser. Et puis voilà, continuer le travail, je pense. Du côté des filles, Walimata Sey pense pouvoir garder les acquis et continuer le travail à travers des stages. Oui, on espère vraiment garder ces acquis-là qu'on a pu avoir et justement essayer d'améliorer les choses. Tous les mois, on va faire des stages et on en faisait déjà. Mais bon, le DTN l'a dit l'autre jour, on va essayer aussi d'augmenter le nombre de stages.
vraiment pour pouvoir continuer le travail qui est déjà entamé. Et pour les garçons, Al Ousseynou pense à la détection encore une fois pour pouvoir renforcer son équipe. Avoir beaucoup de stages, de faire tourner des jours, de sélectionner beaucoup de jours pour voir les mieux qui sont footballeurs et pour les prendre pour qu'ils représentent le Sénégal. À 354 jours des JOJ, le Sénégal a encore du temps pour affûter ses armes concernant le futsal, surtout du côté des garçons. Voilà, Georges, c'est tout pour les actus sport. Merci, Malal Junior Diagne. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Et la Banque Outarde vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, le méga meeting d'Ousmane Sonko. Oui, le méga meeting du Premier ministre au stade Léopold Sédar Senghor n'a pas seulement rassemblé des foules, il a rallumé la scène politique et enflammé la presse sénégalaise. Ce lundi, les unes se répondent comme autant d'échos de même séisme. Le fil rouge des unes, c'est bien le mot terra. Le quotidien y voit une séance d'exutoire, un moment de catharsis public après des mois de silence. Mais derrière cette libération, la presse détecte une offensive ciblée et minutieuse. Selon les Échos et l'Observateur, celui qui incarne aujourd'hui la résistance interne à la primature, le ministre de l'Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, a été particulièrement visé, présenté comme celui qui empêche Ousmane Sonko de tourner rond. Il a l'oreille du chef de l'État. Sonko l'a accusé de surfacturation et a réclamé son départ du gouvernement dans un ton rarement entendu à ce niveau. Mais la charge ne s'est pas arrêtée là. Aminata Touré, la grande royale du palais présidentiel. Désormais, elle aussi, une sorte de concert spécial du chef de l'État, a elle aussi été interpellée. Sonko affirme qu'un rapport l'aurait épinglée et exige qu'elle soit écartée, appelant la coalition Diomaye à rentrer dans les rangs. De quoi pousser Rewmi Quotidien à se demander si le chef de l'État va céder à ce qu'il appelle l'ultime caprice de son Premier ministre. Pour l'Observateur, ce discours est moins une explosion qu'une stratégie, une offensive savamment orchestrée, écrit le journal, destiné à replacer Ousmane Sonko au centre du jeu politique et rappeler qu'au sein du pouvoir, le leadership reste disputé. Sud Quotidien le résume d'une formule sobre, Sonko repart à l'offensive, mais pour d'autres, la ligne rouge est franchie. Tribune parle d'un leader qui tire sur tout ce qui bouge. Walf Quotidien évoque des attaques en règle et Las conclut qu'il fait feu de tout bois. Direct Info lui constate que Sonko s'est défoulé sur tout le monde. Magistrats, opposants, alliés, mais s'est gardé d'attaquer l'indécrottable Madia Baliagne, réfugié en France, et d'ajouter non sans ironie, Maya ferait-il peur à Ousmane? Pour le journal, cette omission serait le signe qu'Ousmane Sonko fait attention à ceux qui sont capables de lui tenir la dragée haute. Commentaire du sucré salé du journal Le Quotidien, eh bien, le Terra Meeting a eu lieu. Oui, Terra Meeting et congé en même temps. En plein congé de convalescence, notre Premier ministre a décidé de mobiliser le banc et l'arrière-banc de ses troupes, alors qu'il s'est rendu jusqu'en Italie pour mobiliser ses bailleurs de la diaspora afin de trouver du financement pour son presse. Il n'a pas hier lésiné sur les moyens pour faire déplacer ses militants de l'arrière-pays pour se rendre à Dakar. Mais le message en valait la peine. Il s'agissait, comme toujours, de s'en prendre à tous ceux, toujours les mêmes, qui veulent se dresser sur sa route et l'empêcher de diriger ce pays. S'agissant de la situation économique et sociale du pays, s'interroge le confrère, eh bien, ce sera pour un autre Terra Meeting. En tous les cas, le journal Enquête relève que le Terra Meeting a eu lieu, mais l'opposition, elle aussi, a tenté de manifester. Oui, manifestation tuée dans l'œuf. Le journal évoque la dispersion du Niartou national à Sacré-Cœur et le contraste saisissant entre la marée humaine du stade et le silence forcé de la rue. Dans le prolongement du meeting, Pape Malick Ndour, cité par Ousmane Sonko dans l'affaire du Prodac, a tenu à répliquer dans le journal Le Quotidien. Il dément fermement les accusations
accusations, rappelant que l'inspecteur évoqué par Ousmane Sonko était décédé même avant sa prise de fonction. Le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, dans le journal Sud Quotidien, demande d'ailleurs au chef de l'État de déclassifier les rapports de l'inspection générale d'État afin de permettre à l'opinion publique de juger sur pièce et non sur déclaration. Plusieurs journaux, dont Source A et l'Observateur, alertent sur la menace djihadiste aux portes du Sénégal, la menace djihadiste au Mali. L'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, tire la sonnette d'alarme. Selon lui, Bamako est aujourd'hui en étau entre les forces du JNIM et il prévient la chute de la capitale serait un Afghanistan du Sahel aux portes du Sénégal. Il appelle la CEDEAO à agir vite avant que la contagion sécuritaire ne gagne le sud du fleuve. Bonne nuit à tous. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, et la Banque Outarde vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À midi 35 minutes, on en arrive à point de vue sur la cohésion du gouvernement et son efficacité à l'épreuve des tensions entre membres de l'attelage gouvernemental. Cela à la suite du terrain meeting de Ousmane Sonko le samedi dernier au stade Léopold Sédar Senghor. Ousmane Sonko qui a tenu des accusations voilées à l'encontre du ministre de l'Environnement Abdourahmane Diouf, accusation de surfacturation lorsqu'il était au ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui a fait qu'il a été déplacé du ministère de l'Enseignement supérieur pour le ministère de l'Environnement. Pour en parler, nous avons avec nous ce midi Ousmane Sène, journaliste et analyste politique. Bonjour Ousmane. Bonjour Georges Bétillot. Avec nous également Papa Modou Fall, également journaliste et analyste politique. Bienvenue Papa Modou. Bonjour Georges Bétillot. Bonjour Ousmane. Alors, je commence par vous, Papa Modou Fall. À la lumière des accusations portées par le Premier ministre Ousmane Sonko contre ce ministre accusé de surfacturation, tout le monde a compris qu'il s'agit de Abdourahmane Diouf dans sa gestion au ministère de l'Enseignement supérieur, des surfacturations lorsqu'il était au ministère de l'Enseignement supérieur. Comment évaluez-vous la cohésion sous cet angle de la cohésion actuelle de l'attelage gouvernemental? Elle est chahutée, elle est très très fortement chahutée et je pense que les premières conséquences à tirer, vous savez, Mamadou Seck, qui fut ministre des Transports sous Abdoulaye Wade et qui est devenu ensuite président de l'Assemblée nationale, quand il avait été accusé dans le cadre de la gestion, il avait purement et simplement démissionné. Il avait rendu le tablier. Et je pense que... Vous voulez dire, vu sous cet angle, Abdourahmane Diouf doit démissionner? Absolument. Absolument. Non pas parce qu'il conforte le Premier ministre et président du parti PASTEF dans ses déclarations, mais par souci de s'élever et de dire ce qui m'intéresse d'abord, moi, c'est la nation. Les déclarations qu'Abdourahmane Diouf, en fait, les accusations du Premier ministre qui ont suivi, tout ceci négativise fortement une proximité dans le champ gouvernemental. Abdourahmane Diouf, je pense, homme d'honneur, qui a assez bourlingué, qui est jeune en politique parce que son parti l'a lancé il y a à peu près 5 ou 6 ans, je pense que gagnerait simplement à demander au président de la République de le démettre ou alors lui-même qu'il se démette. Parce que sinon... Mais est-ce qu'il y a une cohérence dans les propos du Premier ministre? Comment peut-on pointer du doigt un ministre
l'accusant de surfacturation et le laisser dans le gouvernement au lieu de le faire partir, mais le nommer à un autre poste ministériel. Vous pensez que quelqu'un qui pose de tels actes mérite qu'on soit à ses côtés? Je le regarde sous cet angle-là, moi. Je pense que quand vous êtes avec quelqu'un qui est Premier ministre d'un pays, qui sort peut-être ce que certains peuvent considérer comme des inepties, dites-lui simplement, monsieur, je ne peux plus m'asseoir à une même table que vous, parce que vous fautez. Et je ne peux pas être à côté de quelqu'un qui faute, quelqu'un qui est censé diriger notre nation. Je m'en vais donc tranquillement. Et en attendant que les choses s'éclairent, que le président de la République prenne sa décision, je ne vous laisse pas le soin de pouvoir m'accabler. Abdourahmane Diouf, c'est de manière élégante, simplement, qu'il posera cet acte, partira, parce qu'il n'y a pas que cela dans la vie. Il se donne à son pays, c'est lui. C'est pourquoi il avait choisi d'être aux côtés du président Diomaye. C'est pourquoi il a choisi également de dire, voilà ce que je veux pour mon pays, qu'il n'y ait pas de justice de vainqueur. Oui, mais ceci, vous le relevez ensuite, vous venez dire également que oui, il est avec nous. Mais est-ce que ces tensions, Papa Modou Fall, risquent de paralyser les prises de décision au sein du gouvernement? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense que s'il n'y a plus tout à fait cette cohésion au niveau du gouvernement... Tout de même un problème structurel dans la gestion des différends entre membres du gouvernement. Mais le président... Ça révèle. Le président... Oui, il y a d'énormes problèmes aujourd'hui. Et je pense que derrière le meeting d'Ousmane Sonko, c'est un positionnement... je ne dirais pas comme les autres que le Premier ministre est un bipolaire, qui ne pense qu'à lui. Mais je dirais qu'il a lancé des signaux extrêmement forts pour dire au président Diomaye, je tiens le pouvoir, vous êtes vous-même entre mes mains, c'est moi qui dirige cette nation, et il a lancé des signaux même en direction de 2029 par rapport à des positions qu'il pourrait prendre. Je reviens à vous, Papa Modou Fall, de temps de donner la parole à Ousmane Sène. Ousmane, ces accusations mettent le gouvernement sur tous les projecteurs pour des raisons internes. Selon vous, dans quelle mesure un gouvernement peut rester efficace lorsqu'il est fragilisé par des conflits de cette nature? Merci Georges et bonjour à Papa Madou et à vos auditeurs. C'est-à-dire que vraiment l'histoire a montré que dans les coalitions, il y a toujours eu donc des moments où il y a quand même une mésentente cordiale entre les membres du gouvernement. Mais à l'époque aussi, il y avait toujours un président fort pour que chacun puisse vraiment gérer son côté et donner également l'essentiel, c'est-à-dire vraiment amener les pièces obligées pour que la machine fonctionne. Maintenant, le PASTEF, c'est un parti qui avait plusieurs têtes aujourd'hui. L'une est au pouvoir et avec un autre visage parce que le président ne peut plus donc se mêler à ces choses politiques. Et rien que dans la répartition des portefeuilles à l'époque, les gens ont révélé qu'il y a eu beaucoup de problèmes, qu'on a tout donné ou qu'on n'a pas tout donné au Premier ministre. Vous voyez qu'il y avait donc vraiment des signes avant-coureurs de cette situation. Et même au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'époque, vous savez que Macky Sall a fait beaucoup de sacrifices pour maintenir cette coalition, mais il y avait vraiment tous les germes d'une explosion à l'époque. Maintenant, tout dépendra de la capacité maintenant des protagonistes à boire leur amertume pour l'intérêt du pays. Sinon, c'est vraiment notre problème qui se dessine parce que déjà, à entendre le Premier ministre et à écouter également certains observateurs, c'est comme si il y a certains qui se dressent comme un rempart du président donc contre certaines attaques. Et déjà, Abdourahmane Diouf, c'est un allié. Et ce n'est pas aussi la première fois, je pense, que vous avez assisté à ce genre de mésentente au sein d'un gouvernement. Vous vous rappelez à l'époque du Moutba Tchow, Moutba Mot, je pense que c'était Souad. Et je pense que casser les thermomètres aussi n'a jamais servi à baisser la température. Au contraire, on va se brûler. Et même sous Abdou Diouf, le différend dont on parle souvent entre Djibo Leïtika et Moustapha Niasse.
et Moustapha Niasse à l'époque, et qui avait conduit même à un moment donné donc à l'expulsion de Moustapha Niasse donc, du bureau politique du Parti socialiste. Et vous voyez que Abdourahmane Diouf comme Ousmane Sonko maintenant, c'est deux têtes différentes parce que je pense que c'est vraiment deux puissances de passion et une violence également de sentiments comme très commun. Et pourquoi donc vraiment Abdourahmane dérange? Peut-être c'est son discours, mais bien avant son discours, je pense qu'il y a eu des causes lointaines par rapport donc à cette position donc qu'il occupe aujourd'hui au niveau du gouvernement. Parce que mais est-ce qu'il y a un risque de paralysie, Ousmane, si toutefois le problème persiste et que soit Abdourahmane Diouf reste dans le gouvernement avec Ousmane Sonko comme Premier ministre? Oui, vous savez, en politique, plus on maîtrise son ego, plus vraiment on maîtrise... Ou bien il faudra que l'on paye? L'on paye, parce que je pense, à mon avis, entre Ousmane et Abdourahmane Diouf, il y aura un problème parce que le Premier ministre, déjà en quittant, avait dit qu'il a pris des congés. Comment il va revenir de ses congés, partager encore la même table, voilà, avec le ministre Abdourahmane Diouf, alors que vraiment, il y a toujours donc des points de convergence dans leur débat qui pourraient peut-être impliquer l'un ou l'autre pour parler de l'autre. Est-ce qu'ils réussiront maintenant à dépasser vraiment ce conflit qui commence à prendre certaines proportions pour s'intéresser vraiment à la chose politique? Parce que moi, je dis que l'homme politique aussi, on parle de lui en bien et en mal. Mais que ce soit les louanges ou les critiques, on ne doit pas être au-delà de la vérité. Et je pense qu'à un moment donné, vraiment, on ne sait plus où se trouve la vérité dans ce qui sort actuellement donc de la bouche soit du Premier ministre ou bien de notre ministre. En tout cas, ça risque donc de servir l'un des deux, soit la cible, soit donc le viseur. Et là, je pense que ce sera encore une situation difficile pour le Sénégal parce qu'on a toujours bien rêvé avec cette coalition, parlant donc de rupture, de Djoubal et Djoubanti. Mais je pense que dans la réalité, il y a un problème et qu'actuellement, donc, il y a des personnages pluriels qui veulent à chaque fois donc se singulariser et rester dans la politique. Là, ça risque quand même de freiner la machine. Et c'est un risque réel avec le retour du Premier ministre parce que tel qu'on le connaît peut-être, est-ce qu'il pourra encore à nouveau être avec Abdourahmane Diouf dans le même gouvernement? Parce que jusqu'ici, donc, personne n'a été peut-être au courant des véritables motifs de la mutation du ministre de l'Enseignement supérieur vers l'environnement. Mais puisqu'il l'a déjà révélé, est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de trancher? Et parce qu'il y a toujours donc un président qui devait être donc en mesure peut-être de régler cette question, c'est-à-dire de trancher carrément pour voir qu'est-ce qui est donc pour le bien donc de la nation. Alors, Ousmane, je reviens à vous, Papa Modou Fall. Quelles mesures pourraient être mises en place pour restaurer la cohésion et éviter que des conflits personnels ne paralysent l'action du gouvernement? Vous savez, en politique, il ne faut dire jamais. Tout est bien possible. Mais il me semble que la fracture est très, très profonde entre Ousmane Sonko, Premier ministre et président du PASTEF, et le président de Awalé, Abdourahmane Diouf. Abdourahmane Diouf, je pense que a voulu défendre le Sénégal en se prononçant, en disant pas de justice de vainqueur. Ceci est mal interprété, soit. Mais quand vient s'y ajouter, selon la lecture quand a fait le Premier ministre, que Abdourahmane Diouf n'a pas les mains propres, c'est pourquoi il a été déplacé vers un autre ministère, il y a réellement problème. Il y a réellement problème parce que c'est une accusation extrêmement lourde. Et un homme d'honneur est un homme d'honneur. Il y a des choses qui sont infranchissables. Et quand vous accusez quelqu'un de n'avoir pas les mains propres, moi, j'aurais dit d'abord qu'on nous montre les rapports qui accusent Abdourahmane Diouf de cette manière-là. Ça, c'est un premier pas. Mais en attendant que ces rapports puissent sortir, je prends, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment de la distance avec le gouvernement pour dire que l'on me rétablisse d'abord. Quand on m'aura rétabli, ensuite je verrai quel comportement je peux avoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui concernait l'ancien ministre Mamadou Seck, qui fut ministre des Transports sous Wade. Le Sénégal est au-dessus de tout cela.
Je pense que c'est ça également qu'il faut retenir. Mais certains messages, quand vous les délivrez et que vous accusez un homme de valeur comme vous de certaines choses, c'est inacceptable. Bien. Merci Pape Amadou Fall, journaliste et analyste politique. Ousmane Sène, en quelques secondes. Est-ce que vous êtes du même avis que Pape Amadou Fall? La fracture est tellement profonde qu'on est arrivé à un point de non-retour entre les deux. Je pense qu'il est trop tôt pour conclure à un échec, mais il sera bientôt aussi trop tard pour espérer encore des retrouvailles, parce que connaissant vraiment Ousmane Sonko et Abdourahmane Diouf, je pense qu'à ce point, peut-être l'un d'eux va quitter, et je pense que le Premier ministre est sur le point vraiment de montrer qu'il n'est plus... Parce qu'à un moment donné, il avait montré son mécontentement, mais il n'a jamais jugé nécessaire donc de quitter. Le cas échéant, une victoire du Premier ministre et un fléchissement du président qu'on n'entend toujours pas sur le différend qui oppose les deux camps. Dans ce cas-là, parce que actuellement, ce qui se dessine, c'est peut-être que le ministre soit démis ou bien qu'il démissionne. Mais je pense aussi que si le président juge qu'en réalité, parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence, puisqu'il n'y a pas une enquête qui prouve qu'Abdourahmane Diouf a été donc inculpé quelque part, peut-être si on le garde dans le gouvernement et que le Premier ministre juge qu'il ne peut plus être avec lui, il peut quand même se démettre. Mais je pense qu'actuellement, la solution qu'on attend le plus, c'est peut-être de démettre ou bien que le ministre Abdourahmane Diouf démissionne dans un premier temps pour voir la suite, parce qu'il y a eu quand même des épisodes précédents où on a vu qu'en tout cas, il y a eu des concessions du côté du président. En tout cas, l'essentiel est qu'aujourd'hui, le PASTEF n'a jamais eu autant besoin donc d'une coalition, parce que autant le PASTEF n'avait pas besoin de coalition pour gagner la présidentielle avec le dégagisme qui se dessinait à l'époque, mais aujourd'hui, le PASTEF a besoin d'une coalition parce que, vu les 54% qui avaient voté pour un vote utile en oubliant, en abandonnant leur parti, je pense que si on estime l'électorat du PASTEF aujourd'hui, c'est moins de 20%, et ce serait un risque vraiment de se départir de certains alliés. Et je pense que c'est l'élégance aussi qui gère le pouvoir, et à mon avis, la démocratie n'est pas le règne du nombre et n'est pas aussi le pouvoir donné à une majorité d'écraser une minorité ou de lui montrer que je suis le plus fort, comme disait Alain. Et ceux qui l'ont fait hier peuvent le subir aujourd'hui, et ceux qui le font aujourd'hui aussi peuvent le subir demain, parce que n'oubliez pas que le peuple est acteur pendant l'élection, c'est seulement après qu'il est spectateur, et je pense que le peuple est en train donc de voir et d'observer donc ce qui se dessine. Et je pense que l'instinct aussi de possession et de monopole du Premier ministre Ousmane Sonko, souvent les règles de l'État ne le permettent pas, et ça, s'il ne peut pas donc s'accommoder, souvent donc il y aura problème, parce que là, je pense que c'est encore une trajectoire difficile dans sa marche politique. Actuellement, vous voyez que depuis quelque temps, il a dit qu'il va reprendre l'activité politique. Pourquoi seulement aujourd'hui ou maintenant, alors que la décision politique aussi, à chaque fois, on a dit qu'elle doit donc se justifier. Parce qu'il y a trois choses donc qui peuvent justifier l'activité politique pour un parti au pouvoir. Il y a l'opportunité, il y a le contexte, il y a la nécessité, c'est-à-dire l'intérêt du peuple. Est-ce qu'on le retrouve vraiment dans les activités qu'il a déclenchées depuis quelque temps? En matière de gouvernance aussi, je pense que la parole vient après pour montrer l'action, pour montrer l'existant, mais ce n'est pas seulement pour donner un discours de plus. Merci Ousmane Sène, journaliste et analyste politique. Merci à Pape Amadou Fall, journaliste et analyste politique. C'était Point de vue et c'était le grand journal. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Aliouba à la production, El Hadj Ndiogoudien à la coordination, El Hadj Ndiogoudien que vous retrouvez dans moins de 10 minutes pour le grand journal en Wolof. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous.